Voilà. Petite présentation d'abord quand même, on va se présenter tous les deux. Donc moi je suis Chloé, directrice de l'association Jardin du Monde. Bonsoir, Marc-Olivier. Moi, je suis coprésident de l'association Jardin du Monde et représentant au Burkina Faso. Donc on va commencer d'abord moi je vais commencer par vous présenter un petit peu l'association, voilà, rapidement, puisque c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais voilà, je vais vous représenter un petit peu qui on est, nos actions et nos antennes. Et Marc après viendra sur le vif du sujet, donc sur l'usage traditionnel des plantes du Burkina Faso. Donc pour commencer, donc la vision de Jardin du Monde, un petit peu voilà, la vision globale de Jardin du Monde, c'est que les populations les plus vulnérables dans les pays en développement, n'ayant pas ou peu accès à la médecine conventionnelle, c'est-à-dire la médecine via les médicaments traditionnels, les médicaments conventionnels plutôt, se soignent de manière autonome par l'utilisation des plantes médicinales et de la médecine traditionnelle, donc voilà, les savoirs traditionnels de ces pays. Notre mission, ça va être de valoriser l'usage de ces plantes médicinales, de promouvoir donc ces savoirs aussi locaux et de les partager, de sensibiliser et former les populations sur la santé, la nutrition, l'environnement et sur surtout le bon usage et un usage sécuritaire des plantes médicinales et de rendre assez accessibles les plantes médicinales de manière durable, c'est-à-dire aussi de les protéger, de les préserver, dans le but donc de les rendre accessibles à la population. Ensuite, on a une charte éthique qui est disponible sur notre site. En résumé, qui résume nos valeurs, donc le respect des droits de l'homme, bien sûr, respect des directives de l'Organisation mondiale de la santé, des procédures scientifiques, protection de la biodiversité et développement durable, respect des peuples et de leur diversité culturelle sans discrimination, ça nous tient vraiment à cœur. Collaborer, partager et échanger les savoirs. Le but, c'est pas de les conserver juste pour nous et de conserver une indépendance voilà, dans les pays où on intervient. Nos principaux domaines d'expertise, ils sont classés en deux volets. On a le volet santé, le volet jardin-environnement. Sur le volet santé, on va mener des sensibilisations théâtrales, des formations à l'usage des plantes médicinales et bonnes pratiques alimentaires, donc des formations qui sont menées par des infirmières ou accompagnées par les médecins qui ont été validées. Donc la création d'outils didactiques que l'on partage aussi sur notre site internet, voilà, qui est dans le but de faire connaître nos formations et de faire connaître l'usage des plantes médicinales. La participation à des événements, voilà, la promotion des plantes médicinales, l'appui aussi aux structures de santé, que ce soit dans la formation ou parfois l'appui matériel aussi. Et ensuite, sur le volet jardin, ça va être principalement la création de jardins à la fois pédagogiques et communautaires de plantes médicinales, des formations en agroécologie et récolte, séchage, transformation de plantes médicinales, et aussi sur le respect de l'environnement en général, du reboisement, de la préservation d'espèces locales et des recherches ethnobotaniques, ou en tout cas des recherches autour des plantes médicinales, via des enquêtes notamment. Et enfin, de l'éducation à la protection de l'environnement auprès des jeunes, surtout jeunes scolaires. Rapidement, pour un petit historique de l'association, Jardin du Monde a été créé en 1992. Suite à sa création, s'en sont suivies plusieurs missions menées par son fondateur Jean-Pierre Nicolas. Donc, notamment des missions au début au Guatemala, au Tibet, en Mongolie et au Honduras, qui ont surtout consisté en des enquêtes ethnobotaniques de terrain et pour le Guatemala, un petit peu plus d'accompagnement d'une association locale. Et en 2003, donc on a eu la création des deux antennes du Burkina Faso et Madagascar qui sont encore actives. Suite à de demandes des associations de développement local ou des universités locales. La première partie du projet de la création des deux antennes, c'était
d'abord des enquêtes ethnobotaniques pour constituer un peu le socle des projets de l'association, pour savoir quels sont les usages et croiser ces connaissances acquises via les enquêtes par les connaissances de la littérature scientifique pour sécuriser l'usage des plantes médicinales. Ça a permis de mettre en place les outils didactiques qu'on utilise maintenant dans la formation, notamment les manuels d'utilisation des plantes médicinales à Madagascar, Burkina Faso. Et donc ça, c'est constitué le socle des projets et la base de nos formations. Et s'en sont suivi la création forcément de jardins de plantes médicinales. En 2021, on a constaté qu'il fallait qu'on réalise une évaluation un peu d'impact de toutes les actions qui ont été menées sur ces deux antennes. Donc, on a réalisé ça surtout à Madagascar, une évaluation d'impact surtout des formations auprès de toutes les personnes qui avaient été formées, en fait. Et ça nous a permis de modifier un petit peu la formation, voilà, d'apporter des améliorations. Et au Burkina Faso, bon, malheureusement, en 2022, il y a eu des coups d'État qui ont un petit peu fragilisé le pays. Donc, on a dû suspendre un petit peu les activités au Burkina Faso. Et là, depuis 2025, on commence réellement à reprendre les actions et reprendre les activités. Petite présentation des équipes. Donc, on a Marc-Olivier que je vous ai présenté, qui est ethnobotaniste spécialisé sur l'Afrique de l'Ouest et qui habite une grande partie de l'année au Burkina Faso. Donc, c'est lui qui vous présentera par la suite les usages traditionnels des plantes du Burkina Faso. On a aussi Philippine de Gale qui est coprésidente avec Marc, qui est coordinatrice de projets de solidarité internationale spécialisée plutôt sur le côté logistique des projets. Donc, elle nous aide aussi sur le volet logistique en fait des projets qu'on mène, surtout pour le Burkina Faso. Et moi, donc directrice chargée de la gestion administrative et financière de l'association. En France, on a aussi un comité scientifique qui est composé donc d'experts qui sont reconnus voilà, pour leurs compétences, que ce soit ethnobotaniques, médicales, en pharmacie ou en anthropologie, qui sont là pour un appui conseil, surtout pour la réalisation des outils didactiques. On fait appel à eux, en fait, voilà, quand on a un besoin sur la création d'outils didactiques ou sur l'amélioration de la formation, besoin ponctuel. Au Burkina Faso, on a une équipe qui est composée actuellement du coordinateur d'antenne, donc qui est aussi coprésident pour l'instant, un chargé des services support, Diallo Aboubakar, qui nous aide sur la remise en place des actions, et des agents d'entretien jardiniers, là, que vous pouvez voir sur la photo. Une équipe qui est assez motivée et impliquée. Et à Madagascar, on a une équipe un peu plus conséquente avec un coordinateur d'antenne, chargé de communication, une responsable santé, une responsable jardin, une formatrice santé, un logisticien, agent d'entretien et jardinier qui gère les actions au quotidien, qui est composé que de locaux, donc que de malgaches. Au niveau des partenaires et bénéficiaires en 2025, voilà, on a surtout en partenaire financier la région Bretagne et Cloran Botanical Foundation qui nous appuie beaucoup sur les projets à Madagascar. On a Jean Merlot qui nous appuie un peu sur les deux antennes et la Fondation Hippocrate et Sénéral aussi qui fournissent un petit appui. Et au niveau des partenaires techniques et institutionnels, c'est essentiellement des ministères, enfin, les partenaires institutionnels classiques, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé, de l'Éducation, et des acteurs comme Douleurs sans frontières et Grandir dignement qui nous soutiennent plutôt à Madagascar. Et dans les bénéficiaires, c'est très large en fait. Donc on a tout d'abord des mères de famille, mais aussi finalement des pères qui commencent à s'intéresser plus à la santé de la famille euh, au niveau de la population. Et ensuite, on a les agents de santé. Donc, ça peut être des médecins, des agents communautaires, des étudiants en paramédical, des étudiants en environnement. Après, il y a des associations locales et les jeunes scolaires, donc collège, lycée, école primaire. Donc, c'est très varié.
Pour le projet à Madagascar, donc on intervient dans la région de Diana, dans les districts Diego 1 et Diego 2, et on est basé à Diego Suarez, donc tout au nord du pays. Et on a un petit peu réduit la zone d'intervention là, en 2025 par rapport à l'état des routes et la complexité d'intervention. Donc on est plus sur la partie que vous voyez en vert tout en haut. On a environ 10 000 personnes bénéficiaires et l'objectif principal du projet, c'est d'améliorer l'accès à une ressource durable en pharmacopée, donc le côté environnemental, pour se soigner par les populations, donc n'ayant pas ou peu accès à la médecine conventionnelle, et tout en préservant aussi les savoirs traditionnels en formant notamment les praticiens. Ce qui a été réalisé là depuis un peu la création de l'antenne, donc on a pu, sur le volet santé, former 1600 villageois et 1000 agents de santé, c'est-à-dire agents communautaires ou médecins ou agents de santé dans les infirmiers ou sages-femmes dans les centres de santé de base, des étudiants et aussi des praticiens. 17 000, enfin, là, c'est une estimation, hein, parce que c'est compliqué de dire vraiment le nombre, mais environ 17 000 personnes sensibilisées via les sensibilisations théâtrales aux problématiques de santé, nutrition, environnement. 1000 personnes dépistées, ça c'est à la demande de la Direction régionale de la santé, sur la malnutrition, le diabète et l'hypertension. 12 centres de santé de base, donc ça c'est l'équivalent des dispensaires, qui ont été dotés de petits matériels médical. Voilà, c'est aussi pour les appuyer, pour qu'ils puissent soigner correctement les populations. Et 160 chroniques santé qui sont diffusées à la radio locale en brousse ou en ville. Donc là, sur les photos, vous avez un exemple de formation pratique à l'usage des plantes médicinales. Et à droite, c'est les agents, non, les agents de santé du centre de santé de base de Sakharin qui ont fait une petite pommade gingembre et ça qui montre. Sur le volet jardin-environnement, on a pu réaliser 9 jardins pédagogiques qui sont situés soit dans les centres de santé de base, CHU aussi, et au sein de nos bureaux ou dans des associations locales, culturelles ou qui sont partenaires de nos projets. Et 16 jardins communautaires, c'est-à-dire qui sont gérés par la population elle-même et entretenus par la population. Donc dans les communautés qu'on appuie. Et 7000 plants d'espèces locales reboisées dans la région à plusieurs endroits dans le cadre du partenariat avec le ministère de l'Environnement. Et on a aussi créé une entreprise de production et de vente à l'export des plantes médicinales sur le marché cosmétique qui s'appelle PlantMad, qui est maintenant autonome et qui produit plus de 850 kg de feuilles de plantes de Kalanchoe pinnata et Arongana madagascariensis. Donc là, sur la photo, vous avez un reboisement et un jardin. On avait amélioré l'arrosage du jardin d'un CHU, d'un centre de santé, pardon. Ensuite, au Burkina Faso, on intervient dans la région, je ne me trompe pas, la région Nando, Guiriko et Kadiogo, c'est-à-dire autour de Ouagadougou, la capitale, Koudougou et Bobo-Dioulasso. Et on est basé à Koudougou sur le site de Kassou depuis 2007. Je crois, la création du site de Kassou. Voilà. C'est sur la route de Ouagadougou. On a un terrain avec un jardin et des locaux. Je vais revenir dessus. Au niveau des bénéficiaires, on a environ 15 000 personnes. On peut atteindre en tout cas 15 000 personnes avec notre projet. Et l'objectif du projet est globalement le même qu'à Madagascar, sur les 3 régions donc, que j'ai citées, Nando, Guiriko et Kadiogo. Et avec un petit peu plus de projets sur la création d'aires protégées et de préservation de la biodiversité et aussi plus de recherche ethnobotanique prévue via des partenariats avec l'université notamment. Voilà, on met plus l'accent par rapport à Madagascar sur ces actions-là de préservation de la biodiversité et des pharmacopées.
voilà, pour parler un peu de la différence entre les deux projets. Ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant, sur le volet santé, 1000 collégiens, lycéens ont été formés par an à l'usage des plantes médicinales, donc depuis la création. Formation de 10 000, plus de 10 000 personnes sur à chaque fois 3 villages ruraux. Sensibilisation de 1500 personnes par an. Pareil, donc c'est à peu près les mêmes chiffres qu'à Madagascar, aux problématiques de santé, d'environnement, de nutrition. Et il y avait un accent aussi mis jusqu'à en tout cas 2022 sur le dépistage des cas de malnutrition infantile. Donc 2400 enfants qui ont été dépistés par ces programmes-là. C'est l'une des photos qu'on voit à droite. À gauche, on voit une formation des jeunes lycéens, je pense, sur l'usage des plantes médicinales sur le site de Cassou. Et sur le volet jardin et environnement, il y a donc la création et l'entretien d'un jardin pédagogique de 1 hectare qui présentait plus de 160 plantes locales. Donc ça, c'est le site de Cassou. On a ce jardin-là qui fait le tour des locaux, qu'on peut voir à droite sur l'écran. Et à gauche, on voit des récoltes de baobab par des femmes qui étaient formées et accompagnées. Donc, création de 3 aires protégées aussi sur les villages alentours de Koudougou. La formation des villageois aux techniques de production agricole biologique. Donc ça, c'était dans le cadre surtout de la production destinée à l'exportation des plantes. Et ensuite, il y avait aussi un accompagnement particulier sur la réhabilitation de puits et la construction d'ouvrages pour limiter l'assèchement dans les jardins communautaires créés et accompagnés pour les personnes qui étaient formées à l'usage des plantes médicinales dans les villages partenaires. Et la production et commercialisation de 150 kg de feuilles séchées qui a été repris par une entreprise locale depuis 2022 suite à la suspension des activités et les coups d'État par le responsable de production de l'époque. Donc les projets au Burkina Faso ont été arrêtés pendant 2-3 ans. Donc là, on a repris les actions cette année. On a remis en place le projet dont je vous ai parlé avec les mêmes thèmes que Madagascar, avec un accent sur la formation, surtout des praticiens, des agents de santé, et aussi de la sensibilisation auprès des populations. On a décidé de plus former directement les populations, mais plutôt d'aller vers la formation, voilà, des personnes qui seront les relais en fait de ces populations. Et parce que notamment au Burkina Faso, il y a une obligation de double référencement et donc de mettre en lien les praticiens et les agents de santé pour que les populations soient bien accompagnées, que si la personne a besoin d'aller voir un praticien, l'agent de santé va la rediriger vers un praticien et vice-versa. Si elle va voir un praticien, elle pourrait être redirigée vers un agent de santé si c'est nécessaire. Donc, voilà les différences un petit peu avec Madagascar au niveau aussi politique local. Et donc, suite à notre reprise d'activité, bon, forcément, comme on a arrêté les activités pendant un moment, le jardin de Cassou a un petit peu s'est asséché et les locaux se sont un petit peu abîmés. Donc, on a décidé de créer une campagne de financement via Hello Asso et donc de réhabiliter ce jardin et ses locaux avec une première phase qui constitue la réhabilitation du centre de formation, donc de la salle de formation, du jardin pédagogique. Les plantes sont toujours là, on a fait des inventaires, mais il y avait besoin de renettoyer, de remettre en place les tracés, etc. Donc ça, c'était la première phase qui a été atteinte et qui est en cours. Et la deuxième phase, ce sera plutôt donc la réhabilitation des bureaux, du laboratoire et de la création d'une bibliothèque qui permettront, dans ce sens, plutôt d'accueillir les étudiants universitaires pour les recherches ethnobotaniques et aussi l'aire protégée autour de Cassou et une pépinière pour aider au reboisement des espèces menacées ou rares. Donc là, on est à 75% de la campagne jusqu'à décembre, donc il nous reste encore un petit peu pour atteindre la deuxième phase du projet. Voilà pour la première partie présentation de
de Jardin du Monde. On reviendra sur les questions après. Je vais laisser Marc prendre le relais. Change de place. Hop. Tac. Au début. Ah, c'était pas... Mince. Excusez-moi. Au début. Ouais, je me suis trompée de truc. Voilà. Ouais, je te laisse. Changer de place. Merci, bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler un peu de, comme indiqué, des usages des plantes au Burkina Faso. Alors, c'est à la fois, on s'appelle le résultat de 25 années d'études ethnobotaniques et puis aussi de valorisation des plantes avec des partenaires en France qui financent certaines actions. Donc, bon, rapidement, je vous présenterai le Burkina Faso, un peu vous expliquer ce qu'est l'ethnobotanique, des exemples de projets d'ethnobotanique, on pourrait dire fondamentaux, c'est-à-dire enregistrement des connaissances pour le patrimoine de l'humanité, et ensuite des projets de valorisation économique, et notamment en cosmétique, parce que pour valoriser des plantes, c'est difficile de les valoriser en pharmacie, parce qu'il y a beaucoup de tests à faire, c'est très coûteux, très long, alors qu'en cosmétique, on peut arriver rapidement à valoriser des plantes, et donc à amener à la fois des revenus aux populations. Donc voilà, si on étudie toutes ces plantes, les relations entre les hommes et les plantes, ça va nous permettre d'enregistrer des connaissances qui sont souvent des connaissances transmises par voie orale. Et aujourd'hui, il y a un risque de perte, hein, parce qu'il y a moins de transmission. Et puis, en travaux, en fait, moi, j'ai essayé toujours de concilier un peu, on pourrait dire, la recherche et le développement, la gestion des ressources naturelles et un développement économique. Donc, il faut trouver un équilibre entre tout ça, parce que, bon, il faut bien, évidemment, les populations se développent, elles vivent, elles ont besoin de ressources économiques, mais pour autant, il ne faut pas détruire l'environnement. Et donc, l'ethnobotanique peut permettre de trouver des pistes. Alors, le Burkina Faso, bon, Afrique de l'Ouest, hein, c'est un pays sahélien, continental, pas d'accès à la mer. Ça fait à peu près la moitié de la France, hein, 275 000 km², donc 1000 km de droite à gauche et 300-400 de nord du nord. Alors, au nord, on a le Sahel avec le désert, des chameaux, etc. Au sud, on a des cascades et des rivières, des hippopotames, des éléphants. Donc, on a une grande variété de végétation du nord au sud. On n'a pas beaucoup d'espèces comme à Madagascar où il y a plus de 15 000 espèces. Mais au Burkina, les 2000 espèces, il y en a 500 qui sont adaptées au désert, il y en a 1000 à la savane et 500 dans les forêts où il y a des cascades. Donc on a une diversité, on va avoir de nombreuses ethnies et la majorité de la population, c'est une mode de vie rurale. 80% pour soigner, pour l'artisanat, pour nourrir leurs animaux, faire des colorants naturels. Donc on est dans un pays où on a à la fois les plantes et les connaissances traditionnelles qui sont préservées. On a un accueil favorable des populations. Elles ont envie de partager leurs connaissances. Elles ont envie qu'on les enregistre parce qu'elles voient bien que ça se perd. Donc, il y a une volonté réelle. Et les autorités administratives, pourrait-on dire, elles facilitent ces projets. Ce ne sont pas des pays très compliqués. L'administration vous accompagne, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé. Ils sont ouverts. Il n'y a pas plein de papiers à remplir. Et évidemment, on reste en contact, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit et ça avance. Ce que je dis, la législation nationale est vraiment favorable. On veut exporter avec la douane, on remplit les papiers, ça part. Donc c'est vraiment important d'être dans des pays où il y a ce contexte. Alors donc c'est ce que j'explique, voilà. Donc c'est un pays idéal pour faire notre projet. Donc en rappel, un bref rappel, botanique, c'est une science pluridisciplinaire qui va recenser les savoirs et les usages traditionnels concernant les plantes. Donc, quand c'est pluridisciplinaire, on va avoir besoin d'un botaniste, d'un anthropologue, d'un médecin. On fait appel à des experts en fonction des projets. On ne peut pas travailler tout seul. Et, et du coup, le début de toute démarche ethnobotanique, on va faire une étude bibliographique. C'est-à-dire, on va regarder les livres anciens qui ont été écrits par nos prédécesseurs, les travaux scientifiques, mais aussi des travaux qui ont été faits à l'époque souvent par des curés, d'autres fois par des explorateurs. Et ça nous permet de faire une base de données. Ensuite, on va faire nos propres enquêtes. Et avant toute enquête, on va aller saluer les autorités traditionnelles qui sont dans chaque village. Et c'est le recours, c'est une politesse. Et une fois que ces gens vont nous ouvrir la voie, après, on peut aller voir
d'autres personnes pour travailler avec eux. Donc, c'est une question de respect et de tradition. Donc, on va aller voir les chefs coutumiers. On va après aller voir les détenteurs des savoirs, faire des sorties de terrain pour récolter les plantes. Parce qu'en fait, on peut dire, oui, je vais récolter, par exemple, le chêne. En Bretagne, le chêne soigne telle maladie. Oui, mais quel chêne? Le chêne vert, le chêne rouvre, le chêne quoi. Bon. Donc, il faut aller avec le guérisseur, voir c'est de quel chêne il s'agit. On fait un prélèvement, on fait un herbier, on va voir un botaniste. Et là, on est sûr d'avoir le bon chêne. Ensuite, si on veut travailler comme on a fait par exemple en cosmétique, on va envoyer des échantillons de 500 grammes, 1 kilo à des laboratoires qui vont faire des analyses, des études, et eux, ils vont nous dire s'ils veulent après travailler dessus. Et ce qui est très important, bon, on va faire des rapports pour nos partenaires financiers, et on va faire aussi des comptes rendus terrain. C'est-à-dire qu'on retourne voir les détenteurs des savoirs dans les villages en leur disant, voilà, grâce à vous, on a identifié 25 espèces cosmétiques. Voilà le nom scientifique. Vous le allez comme ça, on fait des dessins, on leur donne des petits rapports simples. Et les gens, ils apprécient. Euh, Même si eux ne savent pas lire, leurs enfants savent lire. Et donc, c'est très important ce retour terrain. Ou alors, nous, on a reçu des étudiants. L'étudiant, il revient 6 mois après. Il vient voir le vieux. Il lui dit, j'ai réussi mon diplôme. Je te remercie. Voilà mon diplôme, voilà un petit cadeau pour vous, vraiment grand-père, c'est grâce à vous j'ai réussi. Bon, vous voyez, et ça va encourager les gens à continuer à collaborer. Très important, cet aller-retour, terrain, labo, université. Voilà. Donc ça, c'est très important et ça permet de travailler depuis 20 ou 25 ans avec les mêmes guérisseurs, etc. Parce qu'ils savent que vous êtes respectueux. Alors, qui a les connaissances traditionnelles en Afrique? Qui peut-on aller voir? Alors, les chefs coutumiers, puisque eux, par la coutume, ils ont eu toutes ces connaissances qu'on leur a transmises, ce sont des initiés. Donc, les anciens, les guérisseurs traditionnels, eux, ils vont vous parler de médecine de santé, mais vous pouvez aller voir les chasseurs, eux, ils vont vous parler de plantes, par exemple des poisons de flèche, ou alors des plantes tonifiantes pour suivre un animal pendant des jours et des jours, euh, ou pour tanner les peaux, des plantes pour tanner les peaux. Les artisans, ils n'utilisent pas le même bois pour faire un outil ou un tambour ou autre chose. Donc, eux, ils ont toutes les connaissances, vous voyez. Alors les femmes, elles vont connaître les plantes de la pédiatrie gynéco-obstétrique, mais elles vont connaître aussi des plantes alimentaires qu'on peut rajouter quand on fait la cuisine. Et des fois, il y a des plantes de soudure. Quand les récoltes n'ont pas été assez bonnes en céréales, les femmes vont compléter avec des herbes qui poussent dans la nature. Et donc ça, c'est très important. Alors les bergers, eux, évidemment, ils sont dans la brousse tous les jours. Par exemple, les nomades, les peuls, qui sont éleveurs de troupeaux, eux, ils connaissent évidemment les plantes vétérinaires. Donc, ils vont vous parler des plantes vétérinaires, vous voyez. Les enfants qui courent la brousse pour s'amuser, eux, ils connaissent les fruits sauvages. À telle époque, il y a des fruits ici. Ou alors il y a des petits objets avec qui on peut s'amuser, faire des lance-pierres, ou alors avoir des gommes pour attraper les oiseaux. Bon, les enfants aussi sont une source de renseignements. Donc, il faut essayer de discuter en fonction de votre projet. Vous allez choisir votre interlocuteur. Alors, je vous montre quelques résultats d'études ethnobotaniques. Alors, par exemple, l'ethnie Bobo, c'est une ethnie, c'est pas les Bobos parisiens, hein, c'est une ethnie qui habite au sud-ouest du Burkina Faso. Et vous savez, chaque ethnie, chaque civilisation explique le monde. Nous, on a par exemple la Bible qui nous enseigne que Dieu a créé le monde en 6 jours, etc. Ça s'appelle la cosmogonie, le Dieu créateur, les règles de vie, etc. Et du coup, il y a des règles à respecter. Et donc, chez les Bobos, voilà, ils sont au sud-ouest du Burkina depuis plusieurs siècles. Et pour eux, le Dieu créateur du monde, il s'appelle Wuro. Il a créé le monde, il a créé la brousse, il a confié la brousse à un génie qui s'appelle Sogo. Et les hommes ont fait un pacte avec ce génie de la brousse en souhaitant s'installer dans cette région. Et le génie de la brousse leur a donné des règles. Et le fondateur du village, il est le chef de terre, c'est lui qui connaît les règles. Il y a une zone, par exemple, aux Cascades, on n'a pas le droit de construire là-bas, on n'a pas le droit de couper tel arbre, etc. Et en contrepartie aussi, le génie, Sogo, va donner des aides à la population. Il va leur donner des plantes qui sont sacrées avec les utilisations. Et par exemple, le baobab, en haut à gauche, le rognier, le néré, le caïcédra, ce sont des grands arbres qui sont sacrés et qu'il ne faut pas brûler, couper, etc., maltraiter. Et par exemple, justement, à cette époque, on remonte dans les temps anciens, les hommes, les animaux, les plantes, les génies parlent ensemble. Ils discutent, ils échangent entre eux.
et ils échangent des recettes, ils échangent des connaissances. Et le chat sauvage, a donné un conseil au chef de terre, sa femme devait accoucher, et une décoction de feuilles de mangue va aider la femme à accoucher. Donc c'est une façon d'obtenir des connaissances. Ensuite, par exemple, il y a des rites, comme on l'a dit, il y a des règles, des fêtes traditionnelles. Et nos activités, la réussite agricole notamment, l'élevage va dépendre du respect qu'on donne à notre Dieu créateur et aux ancêtres. Les ancêtres ne sont pas morts, ils sont dans un autre monde, mais ils peuvent nous aider. Il faut faire des fêtes pour les honorer. Et chaque année, il y a des cérémonies. Et par exemple, il y a des cérémonies, des grandes funérailles. C'est un hommage à tous les ancêtres, toutes les personnes qui sont décédées dans l'année. Et on va remercier les ancêtres qui nous ont aidés et on va demander que la prochaine saison soit aussi bonne. Et donc, il y a des masques qui représentent un peu des esprits qui vont danser dans le village. Et vous voyez, le masque, il a une partie en bois, une partie en fibre végétale, c'est coloré. Donc, comment construit-on les masques? Donc, on les construit. Alors, c'est certains bois qui sont utilisés pour la sculpture. Il y a des plantes colorantes. Là, c'est un ami qui s'appelle Sanu Mamoru. Alors, lui, je le connais depuis 1990. Et là, il montre une plante qui est utilisée pour colorer les masques, le Sabah senegalensis, et aussi qui donne des fruits. Il y a une deuxième fête qu'on appelle les masques longs, et elle est en début des pluies. On va faire cette fête, et dès que la fête finit, souvent le même jour, le lendemain, il pleut. Et tout le monde part dans les champs cultivés. On a demandé aux ancêtres et aux dieux de nous accompagner pour les cultures. Et cette plante, c'est un bulbe qui va sortir d'un coup, une belle fleur magnifique. Son nom s'appelle le regard de Dieu. Quand cette plante sort, les vieux font la fête traditionnelle et après tout le monde part en brousse cultivée. Pardon. Et voilà à quoi ressemblent ces grands masques. Donc c'est une famille en fait. C'est un couple avec un enfant. Ça fait 5 à 6 mètres de haut. Et la coiffe, voilà, les feuilles, c'est du Détarium microcarpum. Le fût, là, c'est de l'Elaïs guinensis, ça c'est un palmier. L'armature, à l'intérieur, il y a une armature, c'est comme une petite tour Eiffel recouverte de plantes, on pourrait dire. Donc voilà. Alors tout ça, c'est fait chaque année dans une forêt sacrée par les initiés sous la surveillance des anciens. Et personne n'a le droit de rentrer dans la forêt pendant ça, pendant la préparation. Donc, en fait, si on regarde la vie quotidienne de ces ethnies, on se rend compte que c'est lié au rythme de la nature. Il y a des saisons, il y a des choses à faire à chaque saison et d'autres choses à ne pas faire. Et donc, la vie, il y a une relation entre l'homme et la nature, on respecte la nature, le rythme, etc. Et c'est important, justement, nous, dans notre société, par exemple, on veut manger des fraises toute l'année, on veut des tomates toute l'année. Eh bien non. Il y a un moment, il faut manger des tomates, un moment, il faut manger des fraises, un moment, il faut faire ceci, un moment, il faut faire cela. Quand on perd ces rythmes, on se heurte à la nature et on risque d'avoir des problèmes. Que ce soit d'un point de vue mystique ou d'un point de vue naturel, c'est pas bon de manger toute l'année la même chose, l'organisme humain n'a pas besoin de ça. Et là-bas, il y a des règles qui faisaient que, vous voyez, une sorte d'harmonie entre l'homme et la nature, dans le milieu dans lequel on vit. Alors, je vous parlerai aussi rapidement d'une petite ethnie enfin, je dis petit parce qu'ils sont 200 000. Donc, il y en a 100 000 au Burkina et 100 000 au Ghana. Ils ont été coupés en deux par la colonisation. Et c'est les Kassena. Et eux aussi, ils ont une grande préservation de leur tradition. Et vous voyez les cases qui sont décorées. Et la décoration des cases, c'est fait par les femmes. Il y a des motifs symboliques. Et comment ils font ça? Et bien, en fait, ils vont prendre des pigments minéraux en bas, noirs ou rouges, et ils vont les mélanger grâce à la petite plante qui est à droite. Quand on la pile, ça fait un peu gluant. Ouais. Donc, ça fait un liant qui va permettre de faire une sorte de peinture. Et les femmes vont pouvoir faire les dessins avec cette peinture. Et ensuite, quand la peinture est faite, ils vont prendre les coques qui sont en haut, qui viennent d'un arbre qu'on appelle le parkia, on fait bouillir, il va y avoir un vernis qui va émerger en surface, et ce vernis, on va le badigeonner sur les peintures quand elles vont sécher. Et donc, quand il va pleuvoir, ça va couler, l'eau va couler, ne va pas abîmer les peintures pendant 2 ou 3 ans. Donc, vous voyez, il y a deux plantes qui sont utilisées traditionnellement par les femmes pour ces décorations. Donc là, je vais passer sur les décorations. Il y a différents thèmes. Il y a bon, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les oiseaux, comme les enfants qui dessinent des oiseaux. En bas à droite, au milieu, là, c'est l'oiseau.
voyez, ça fait comme un W, c'est les ailes de l'oiseau. L'oiseau, c'est un épervier. L'épervier, il va chasser les poulets, donc il faut faire attention aux éperviers. Bon, il y a des tas de motifs, je vais vous en montrer d'autres. Donc, il y a des motifs, un tambour en haut à gauche avec son lance pour le tenir. À droite, c'est une sorte de jeu de cricket, hein, comme un genre de jeu de golf. En bas à gauche, vous avez un pagne en triangle, qui était l'habit traditionnel avec une petite houe pour travailler. Vous avez un épi de maïs et puis un épi de mil, justement. Vous avez une pipe à droite. Vous avez encore du maïs en haut à gauche. Vous avez les serpents à droite. Le petit serpent, c'est la vipère qui est mauvaise. Et le serpent boa qui, lui, est sacré. À gauche, encore un épi. Et à droite, vous avez un animal mystique, un peu une création originale. Donc là, on retrouve le soleil à gauche et au milieu et la lune à droite. Donc, vous voyez, dans cette ethnie, on va pouvoir faire des enquêtes sur la cosmétique, sur les plantes utilisées par les femmes. On va avoir des motifs qui peuvent être intéressants, par exemple, pour faire un plan marketing. On va dire, bah, tiens, on va faire une gamme cosmétique du pays Caséna et on peut s'inspirer des dessins pour l'emballage, l'étiquetage, etc., quoi. Donc, c'est des idées qu'on peut avoir, quoi. Et puis, on peut avoir des colorants, voilà. Donc, je vous ai parlé un peu des chasseurs aussi. Donc, on va parler de deux groupes de chasseurs. Alors, en Afrique, en général, les chasseurs, ils appartiennent à une confrérie. C'est comme les compagnons du Moyen Âge, vous voyez, les maçons, les tailleurs de pierre, les verriers qui faisaient les vitraux. Donc, vous avez un maître qui vous enseigne petit à petit. Et donc, ils font de la chasse, évidemment. Ils vont tanner les peaux. Leur fréquentation de la brousse va leur permettre d'apprendre des plantes médicinales. Quand vous partez en brousse pendant une semaine, il faut savoir se débrouiller si vous êtes malade. Voilà. Et ils interviennent aussi, comme ils vont dans la brousse, ils ont rencontré les habitants de la brousse, animaux, plantes, qui ont une âme, hein, qui sont des individus, et des génies. C'est des individus comme chez nous, les lutins, les nains, les trolls, c'est l'équivalent. Et donc les chasseurs ont rencontré les génies de la brousse, ils ont échangé avec eux, y compris des recettes, etc. Et du coup, ils sont chargés par le village des relations avec ces génies de la brousse. C'est comme un peu le ministère des Affaires étrangères. C'est eux qui font la diplomatie avec les autres habitants entourant le village. Et le nom des chasseurs qu'on appelle les dozos, le dozo, c'est celui qui rentre au village. Et il rentre au village, il vient de la brousse. Donc il connaît la brousse. Donc il y a les chasseurs sénoufos, c'est une ethnie qui est au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina, donc ils sont au sud-ouest. Donc comment ils ont acquis leur connaissance justement? Par leurs ancêtres, par leurs maîtres, donc c'est les initiations, par les génies qu'ils ont rencontrés dans la brousse. Des fois, ils font des rêves aussi. Alors, en Afrique de l'Ouest, le rêve, il est naturel. Ils n'ont pas besoin de prendre de molécules, de drogue ou de plantes hallucinogènes, comme dans certains pays, pour entrer en méditation ou en transe. Là, c'est direct. Ils ont observé les animaux aussi, et puis l'amitié avec les plantes, puisque tout le monde communique. Dans les temps anciens, l'humanité communique avec les animaux, les plantes et les génies. C'est un langage, évidemment, d'initié. C'est pas tout le monde des villageois, non. C'est les initiés qui ont appris cette langue. Et là, par exemple, moi, j'avais rencontré un chasseur en 98 qui m'a expliqué que les éléphants, en cas de blessure, avaient leur défense, ils vont gratter l'écorce d'un arbre et la sève, ils vont se frotter ils frottent la plaie sur la sève qui coule. Et la sève, elle est rouge. Bon, voilà. Et donc, alors ce monsieur, c'est un chasseur, on a tendance à le croire parce que lui, il vivait en brousse, il n'avait pas de maison. Il soigne des gens qui viennent le rencontrer au pied d'un arbre, il n'a jamais eu de maison. Donc, s'il arrive à survivre dans ces conditions, c'est que sûrement il connaît beaucoup de choses. Donc, là, je vais vous montrer euh, une petite vidéo sur justement les chasseurs traditionnels. Comment ça marche? Comment on marche? Parce qu'un jour. Reviens. Attends, pardon. Non. Ben, ça a marché tout à l'heure. Alors, Comment on lance la vidéo? Voilà. on va faire comme ça. Bonjour Nico, bonjour. Je m'appelle Traoré Mouni. Je viens de Kangala au Burkina Faso. Je suis un maître chasseur. J'aime beaucoup la chasse.
Je m'appelle Koulibaly Toundoun. J'aime la chasse et j'aime aussi récolter du miel et je soigne aussi avec la pharmacopée traditionnelle. J'aime la confrérie des dozos, même si le travail des dozos est difficile car il y a des règles à respecter. Mon nom est Ouattara Sitafa. J'aime aller en brousse, chasser le gibier et aussi enlever les médicaments traditionnels. Je suis Ouattara Ladji. Je vais dans la forêt pour chasser. J'aime aussi récolter le miel et j'enlève les plantes médicinales pour soigner les gens. Dosso, bonjour. Je salue tous les dozos de Kangala et Kankalaba. C'est moi, Kone Zana, le musicien de tous les dozos de Kangala. Je joue la musique des chasseurs avec la dozo Ngoni, qui est l'instrument des griots des dozos. Je m'appelle Ouattara Tiefin. J'apprends à jouer de la dozo Ngoni et le Nigefo dozofé, instrument en fer qui donne le rythme des dozos. Je m'appelle Ouattara Amara. Je suis dozo, venant du village de Kankalaba. Aujourd'hui, je suis avec mes amis du village de Kangala, nous travaillons ensemble. Au tout début, les dozos faisaient la chasse et approvisionnaient le village en gibier. Et ils protégeaient aussi les chefs des villages et tous les habitants. Être dozo, c'était la force de nos ancêtres. Ici à Kangala, si vous voyez que nous tous on est là, on est nombreux à être devenus des dozos, c'est parce que celui qui a fondé le village, c'était un dozo. Il s'appelait Ouattara Zanga. En poursuivant une antilope, il a trouvé un nouveau site favorable à la création d'un village. Puis, d'autres personnes sont venues s'installer. Le village de Kangala s'est développé. Celui qui arrivait et aimait le métier des dozos, il devenait un apprenti dozo auprès d'un maître pendant plusieurs années. Nos parents étaient des dozos. Ils nous ont mis au monde et on est venu des dozos aussi. Le maître t'apprend les règles de la confrérie dozo, la chasse, les médicaments traditionnels et les rituels. C'est comme ça que les dozos font à Kangala. Avant d'être un dozo, tu dois te présenter au chef des dozos appelé dozoba. Et il va casser la cola pour t'initier et que tu sois accepté parmi les dozos. Pour être un dozo, tu dois respecter de nombreux interdits. Si tu ne peux pas respecter ces interdits, tu n'es pas un vrai dozo. Si tu vois une femelle pleine qui attend un petit, tu ne dois pas tirer. Si tu vois qu'il y a un petit qui suit une femelle, ne tire pas. Ce sont des totems pour les dozos. Si tu vois un animal et que tu veux le tuer, tu dois lui parler. En tout cas, moi, je suis venu aujourd'hui prendre ta vie. Je vais aller nourrir ma famille et mon village. C'est ce que tu dis avant de tirer sur lui. Même, avant de couper et récolter une plante, tu dois parler à l'arbre. S'il accepte, tu peux récolter pour aller soigner la personne malade. Je suis né trouvé que mon papa est dozo, et moi aussi j'ai emprunté le même chemin. Avant d'arriver à 13 ans, je voulais chasser les phacochères, et mon papa ne m'a pas autorisé. Parce que si tu n'es pas assez âgé et que tu n'as pas préparé les médicaments traditionnels pour mourir et avoir une femme, un enfant. Quand je me suis marié, papa m'a autorisé à tuer le phacochère, puis d'autres animaux, les antilopes et le buffle. Il m'a autorisé aussi à apprendre le métier de la chasse à des apprentis. Aujourd'hui, je chasse moins, je récolte des plantes médicinales pour guérir les gens. Je suis plus guérisseur que chasseur. Il y a certains arbres qui abritent les villes avec des génies. Et si tu ne sais pas comment parler à un arbre, tu dois t'approcher, mettre la main sur l'arbre puis parler. Si tu entends que l'arbre est avec un génie, il faut aussi parler avec le génie et demander son autorisation. Les génies aiment les arbres. Ils n'aiment pas vivre auprès des hommes. S'il n'y avait plus d'arbres, les génies vont disparaître. Pourtant, c'est avec les génies que les humains arrivent à faire beaucoup de choses. Même si tu es devenu un dozo, un guérisseur, c'est en travaillant avec les génies. Les dozos parlent avec les arbres. Les dozos parlent avec les génies avant de faire votre travail. Le dozo, qui est un initié, connaît ce que connaît l'arbre et ce que connaît le génie. Aujourd'hui, les hommes ont coupé beaucoup de forêts pour cultiver. Et on a su que si on coupe toutes les forêts, il n'y aura plus de plantes pour soigner et guérir les gens. Il n'y aura plus de place aussi pour les génies. Nous, en tant que chasseurs d'oiseaux de Kangala, nous avons préservé quelques hectares pour nos médicaments. Il y a déjà 9 chasseurs d'oiseaux qui se sont entendus pour réserver une partie de leur terre familiale pour en faire des forêts protégées pour faciliter leur travail de guérisseur. Pour protéger nos forêts, nous avons eu l'appui du docteur Dakuo au Burkina Faso et de l'association des horizons et des hommes en France. Nous les saluons, nous les remercions.
Il faut respecter le monde et le créateur Djatibi, les personnes âgées. Sinon, on sera des enfants maudits. Moi, je ne suis pas un enfant maudit car je respecte tout cela. Dozo, je vous salue. Bonjour. Pour moi, je peux vous expliquer, avant que je ne devienne un joueur de dodo et de pour suivre les dodos, je me suis perdu 7 jours dans la brousse. Et on ne m'a pas retrouvé pendant tout ce temps. Cela montre que ce sont les génies de la brousse qui m'ont enlevé avant que je ne rentre à la maison. C'est ma grand-mère qui m'a retrouvé quand elle partait au champ. Les génies de la brousse m'avaient donné l'instrument des chasseurs d'oiseaux, que l'on appelle dozo ngoni. C'est comme cela que je suis devenu musicien. Ce qui me plaît chez les dozos, il faut être droit. C'est cela qui a fait que je les ai suivis étant un joueur de dozo ngoni. Parmi les dozos, il y a plusieurs activités. Il y en a qui protégeaient les chefs de village. Il y en a aussi qui faisaient des rituels, des sacrifices pour éviter les problèmes au village. Si tu veux être dozo, il faut connaître les plantes et connaître quelles plantes soignent quelle maladie. Et comme cela, tu peux soigner les gens. Être dozo, il faut être droit. Aketo, excusez-moi. J'avais dit au début que mes amis de Kangala sont tous des dozos. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons sur la pharmacopée. Nous parlons ensemble avec les armes. Seul un dozo peut savoir si un arme habite ou pas un génie. Si tu ne connais pas cela, même si tu récoltes des plantes, le médicament risque de ne pas être efficace. Je suis aussi un guérisseur. Il fait jour chaque matin, on fait un sacrifice, et les gens viennent se faire soigner. Si le sacrifice n'est pas accepté, on ne travaille pas. Être dozo et être guérisseur, c'est la même chose. Voilà, cet arbre, pendant le jeu est tout tiema. En sénoufo, on appelle tapreke. C'est la maladie de la goutte, la maladie de la viande attrape quelqu'un. Si tu viens pour enlever la racine de cet arbre, tu donnes des noix de cola que tu déposes au pied de l'arbre. Tu demandes pardon. Après, tu coupes les racines du côté où le soleil se lève, du côté où il se couche, puis au nord, pour finir au sud. Tu laisses les colas, puis tu refermes avec de la terre. Arrivé à la maison, il faut préparer une décoction avec les racines et un morceau d'os d'animal. La personne malade se lave avec et boit la décoction pendant 12 jours. L'arbre t'a préqué. Si tu lui demandes n'importe quel service, si tu te confies à lui pour soigner un malade, il peut le faire. Beaucoup d'arbres ont des génies qui sont forts, mais parmi tous les arbres, les génies de cet arbre sont vraiment très forts. L'arbre s'appelle Tambacounda Njula, en sénoufo, partout. Si quelqu'un a une maladie dont on ne trouve pas l'origine, cela signifie qu'il s'agit d'un sport ou d'une maladie liée à un totem non respecté ou à des génies. Cette plante soigne ce genre de maladie. On utilise les feuilles de cet arbre. Si c'est pour un homme, tu coupes 3 tas de feuilles sur un arbre qui est au bord d'un chemin. Tu mets dans une poterie pour préparer une décoction. Le patient boit et se lave avec. Si c'est pour une femme, il faut 4 tas de feuilles. La maladie semble. Cet arbre s'appelle Limbossi Andula. Si quelqu'un a le paludisme, si c'est un homme, il faut prendre 3 tas de feuilles. 4 pour une femme. Tu mets dans une poterie, tu fais une décoction. Quel que soit le niveau du paludisme, tu bois et tu te laves. La maladie va finir. L'arbre s'appelle Michele. Il soigne les enfants, une sorte de maladie de la bouche qui devient toute blanche. Tu enlèves un rang de feuilles en déchirant l'écorce pour l'arracher au tronc. On replie le tout en tas, on met dans une poterie, on fait bouillir. L'enfant doit boire et laver sa bouche. La maladie va disparaître. Dosso, je vais vous parler. On n'a qu'à s'informer. Les arbres sont importants pour l'homme. Que c'est pas au Burkina seulement, même en Côte d'Ivoire et tous les pays. Je demande à tout le monde de planter des arbres au lieu de les couper. Évitez les feux de brousse dans les forêts. Nos grands-parents ont trouvé l'importance de la forêt et ont pu garder les forêts pour nous. Nous aussi, nous devons préserver la forêt pour nos enfants. Surtout, d'autres coupent des arbres comme le baobab, le karité, le néré, sont très utiles. Leurs fruits sont consommables et ces arbres vont disparaître. Si nous arrivons à planter d'autres arbres en plus, à Kangala et ailleurs, si nous protégeons chacun un hectare de forêt et que nous sommes très nombreux, cela fera beaucoup de forêt pour que les enfants puissent connaître les arbres et en profiter. Par exemple, moi j'en suis. On demande pardon au nom des arbres. Il faut les laisser. Ils sont importants pour nous. Nous protégeons les arbres. Si tu es malade et qu'on te donne une ordonnance que tu ne vas pas payer, avec les feuilles, tu peux te soigner. Même les féticheurs ou les guérisseurs. Si vous devez enlever des racines, il faut prendre un peu sur plusieurs arbres.
Ne coupez pas toutes les racines d'un seul arbre, sinon il va disparaître. Avec les forêts, si on les protège, on arrive à trouver des animaux. Si on arrive à garder les forêts, les animaux aussi se multiplient. Entourer, clôturer des forêts comme notre projet de 1 hectare de forêt par d'oiseaux, cela aide à leur protection. Nous, les oiseaux de Kangala au Burkina Faso, nous demandons à tout le monde de ne pas couper les arbres parce que les arbres sont importants pour tout le monde. Les arbres sont là, les hommes sont là. Nous ne protégeons pas les arbres vont disparaître un jour. Je demande pardon à tous les Africains, comme les Européens, de préserver les arbres, car l'arbre est important pour eux. Sans l'arbre, l'homme n'est rien. Voilà. Donc, on va continuer. Bon, merci. Merci. Donc là, c'est aussi un autre chasseur au pays Cassena avec qui j'ai travaillé. Lui, il s'appelle Werepe. Were, euh, c'est Dieu. P, c'est le chef de village, chef de terre plutôt. Donc son nom veut dire que lui, il respecte Dieu, il respecte le chef des coutumes. En dehors de ça, il n'a peur de personne, personne ne peut lui faire du mal. Parce que si tu respectes ces deux, personne ne peut t'atteindre. Oui, répète. Oui, ouais, on va remettre la lumière. Donc voilà, lui, il nous a montré là, il nous a montré des plantes qui permettent par exemple de faire le tannage des peaux. Il y a des plantes qui vont permettre d'enlever les poils de la peau facilement, de gratter la peau, enlever les poils, et il y a des plantes qui vont permettre d'assouplir la peau. Voilà. Et donc, il fait la médecine traditionnelle, etc., quoi. Voilà. Et donc, il nous a raconté une histoire. Il y a très longtemps, il y a un chasseur qui est monté sur un grand arbre. Et puis, vous voyez, l'arbre, il fait un peu il est un peu fâché. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu montes sur moi, tu m'as même pas dit bonjour, tu es impoli. Et le chasseur, il dit, ah oui, c'est vrai, excuse-moi, tu as raison, je te demande pardon. Et l'arbre, il dit, non, mais t'inquiète pas, je disais ça comme ça, mais bon, tu t'as demandé pardon, c'est bien, tu t'es excusé, c'est fini, l'amitié est entre nous. Il dit, si tu veux, moi je te propose de t'asseoir sur ma branche de droite, parce que de là, tu pourras bien chasser ton gibier. Et du coup, la chasse est fructueuse, ils deviennent des amis, le chasseur vient régulièrement voir son ami, le caïcédra. Et au bout d'un moment, de longues années, évidemment, le chasseur a vieilli. Et ce jour-là, le chasseur est venu saluer son ami, le grand arbre, et lui dire, tu vois, le village est loin, moi je suis vieux, j'ai du mal à marcher, je ne pourrais plus venir te saluer chaque fois comme ça. Je suis venu te faire mes adieux. Et l'arbre, il lui dit, tu sais, tu es mon grand ami depuis très longtemps, donc je vais te donner un secret. Si tu prends mon écorce, quand quelqu'un dans ta famille est malade et qu'il a la fièvre ou le paludisme, envoie un enfant récolter mon écorce et ça pourra soigner tout le monde. Et en fait, on se rend compte, d'après les études scientifiques, que l'écorce du caïcédra est fébrifuge, c'est-à-dire qu'elle permet de lutter contre la fièvre. Donc vous voyez qu'il y a des connaissances qui ont été acquises, et là, voilà, le vieux, il a récolté un peu, il a son petit sac et il a récolté ses plantes, quoi. Voilà. C'est une manière, comme on dit les autres chasseurs, de comment les hommes ont acquis les connaissances sur les arbres, sur les plantes. Voilà. Et donc, vous voyez, donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que le fait que les chasseurs sont fréquemment en brousse, soit pour la chasse, soit pour les plantes, ils rencontrent des animaux, d'autres individus qui vivent sur notre planète avec nous, et ça a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Alors, si on se place dans une perspective de développement, avec l'accord des arbres ou l'accord des génies et des chasseurs, on peut dire, ben, tiens, on va faire un savon tonifiant, par exemple, pour hommes, ou on va faire une lotion tonique
avec une plante de la brousse et les chasseurs vont nous aider à la récolter. Les chasseurs vont demander l'autorisation à un arbre ou à un génie. Est-ce qu'on peut utiliser cette recette pour faire quelque chose, une activité économique? Parce que dès que vous rentrez dans l'économie, dans l'argent, il y a un biais. Il faut demander l'autorisation. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un don. L'arbre vous fait un don. Et vous ne pouvez pas après dire ce qu'on m'a donné, moi je le revends. Vous devez expliquer à l'arbre, je vais le vendre pour nourrir ma famille, pour développer le village, et je vais d'ailleurs faire une clôture pour protéger la forêt avec l'argent que je vais gagner. Et du coup, tout le monde est d'accord et tout le monde est content. Donc, on se développe ensemble. C'est harmonieux. Voilà. Et on respecte tout le monde. Voilà. Donc là, je vous parlerai un petit peu de la classification. Vous savez, dans la classification botanique en France, on a classé les plantes avec des familles, des ordres, il y a des noms scientifiques, noms de genre, noms d'espèces. Bon, les gens, c'est dans les traditions, ils ont classifié ils ont donné des noms aux plantes. Et là, par exemple, vous avez une plante qui s'appelle l'Euphorbia hirta. En Djoula, au sud-ouest du Burkina, ça s'appelle Togani Sinji. Et ça veut dire le lait de l'hirondelle. Et effectivement, quand on coupe une forme, vous savez, il y a un petit lait blanchâtre qui s'écoule. Il y a d'autres plantes qui s'appellent les yeux de l'épervier. Là, c'est des petites graines noires, brillantes. Vous avez le carotté des oiseaux. Vous avez une plante qui s'appelle les intestins de l'éléphant. C'est une sorte de liseron qui court à la surface de... Et évidemment, c'est très long. Et on imagine que l'intestin d'un éléphant aussi, il est très long. Donc, c'est imagé. Et ça permet de connaître les plantes. Vous avez aussi des plantes qui se ressemblent ou qui ont le fruit, il est un peu acide. Et donc l'homme va dire, ce fruit n'est pas bon, il est juste bon pour les singes ou alors pour la hyène. La hyène, elle est mal vue en Afrique, hein, voilà. Donc on dit, ouais, ce fruit-là, il est... Donc on va appeler le nom de l'arbre, on va dire, Suruku, c'est la hyène, Npeku, c'est l'arbre en général. Donc Suruku, Npeku, c'est bon pour les hyènes. Le Trichilia emetica, ces fruits, c'est bon pour les singes. Sula, c'est le singe en langue djoula. Donc vous avez aussi des plantes, le nom va te permettre de connaître leur utilité. Là, vous avez une plante qui lutte contre les démangeaisons. Elle s'appelle Sankro-Vo. Et le nom Sankro, c'est la démangeaison. Et Vo, ça veut dire la feuille. La feuille du grattage, quand on se gratte. La feuille quand on se gratte, ça veut dire. La cuillère des grands-mères. Là, vous avez une plante qui a une grosse feuille. Et ça, c'est chez les Sénophos. Singéré, ça veut dire, je crois, c'est la grand-mère. Et donc, la grand-mère va utiliser cette feuille. Elle peut prendre la soupe dedans pour boire. Bon, vous avez d'autres expressions qui sont vraiment jolies, quoi. C'est un peu poétique même. La corde de la richesse, Pampawa. La jeune mariée. C'est une plante qu'on utilise pour laver. Les grands-mères vont laver la jeune mariée pour la préparer au mariage, pour le jour du mariage. On fait des décoctions pour laver la mariée, pour la bénir, la protéger, etc. Donc c'est cette plante qu'on utilise pour laver la mariée, la future mariée. Et là, vous voyez, vous avez en haut le même lanéa qu'on a vu tout à l'heure, là, le vrai NPQ, dont on mange les fruits. Lui, il est bon. Donc il s'appelle NPQ bas. Bas, ça veut dire grand, fort, puissant. NPQ bas. Et le NPQ des hyènes qu'on retrouve, vous voyez. Et les deux NPQ, si vous allez voir un botaniste, j'allais dire scientifique, il va vous dire ça appartient au même genre botanique, le genre Lanea. Nous, on les a classés dans le même genre, et bien les chasseurs les ont classés parmi les NPQ. Ils ont bien vu que c'était le même genre botanique. Vous voyez? Là, pareil, il y a ce qu'on appelle les nérés. Vous avez le néré classique en haut, qui s'appelle aussi, pour nous, le Parkia biglobosa. Il est médicinal, alimentaire. Et vous avez en bas un autre qui s'appelle le Sama néré. Sama, c'est l'éléphant. Et il est utile en médecine traditionnelle. Et ils s'appellent tous les deux quelque chose néré. Et un botaniste va vous dire, ils appartiennent à la même famille botanique. Vous voyez? Les mimosacées. Donc, en fait, on se rend compte que la classification traditionnelle, elle est un petit peu parallèle à la classification moderne. Vous voyez? Donc, ça montre l'intelligence de ces personnes qui ont bien observé la nature, ils ont aussi fait leur propre classification. D'où respect à ces traditions. Et quand on dit, par exemple, on va dire, oui, c'est des savoirs populaires, c'est des croyances de grand-mère. Non, non, c'est des connaissances. Vous voyez? Il y a une grande partie de ça qui est des connaissances réelles. Voilà. Quand on met le nez dessus, on se rend compte que c'est des connaissances. Donc, il faut faire attention à ne pas les mépriser, les négliger. D'abord par respect pour les populations,
Ensuite, par intérêt médicinal, ça peut permettre de soigner des gens. Hein. Notre médecine moderne ne soigne pas tout. On peut aller dans d'autres traditions et grâce à ces connaissances, trouver des médicaments. Voyez. Et donc, on peut trouver des colorants naturels, on peut trouver donc de la médecine traditionnelle et on peut mettre en place des trucs cosmétiques. Donc, je vais passer rapidement dans des plantes artisanales tinctorales. Vous avez vu tout à l'heure, les masques étaient colorés grâce à des plantes. Donc, il y a des tissus. Par exemple, le tissu en haut à droite, il est coloré avec un arbre de la brousse. On peut colorer le cuir, on peut colorer le bois. Et puis la main, vous voyez, le henné et le karité permettent de faire de la cosmétique. Hein. Tout le monde connaît le beurre de karité, voilà. Bon, ça c'est classique. Donc tout à l'heure, on a vu ce masque-là. Et du coup, nous, on avait avec un CRIT, hein, c'est un centre de recherche et d'innovation qui était basé à Rochefort-sur-Mer. On a travaillé sur une plante qui faisait des colorants rouges et avec une association de producteurs. Donc on a travaillé plusieurs années, on a vendu pendant plusieurs années des plantes, ça a amené des revenus au village. Et on avait dû demander l'autorisation au chef de terre de cultiver la plante pour la vendre, parce qu'elle était cultivée uniquement pour faire les masques. Donc eux, ils ont fait des cérémonies, des coutumes pour vérifier que les ancêtres étaient d'accord. Et donc on a lancé le projet. Ça a duré plusieurs années. Après, vous savez, c'est des projets économiques, donc il y a des changements de gamme. Après, la société en France arrête le projet. C'est pas parce que ça marche pas, c'est parce qu'ils changent de gamme, ils veulent renouveler leur stock, enfin voilà. Donc ça a permis de faire un projet intéressant. Donc moi j'ai participé aussi, on a fait un projet en accord avec le gouvernement du Burkina qui souhaite valoriser la médecine traditionnelle. Hein. Il y a beaucoup de pays africains qui ont officialisé la médecine traditionnelle, qui est reconnue, qui est intégrée au système de santé publique, évidemment avec des décrets, des lois. Et du coup, nous, on a fait des projets pour aider les guérisseurs à s'organiser, à se structurer en association. C'était la demande du gouvernement. Et donc, on a fait des réunions avec eux, on a construit des bâtiments. C'est le siège des tradipraticiens. Et les sièges des tradipraticiens, souvent, il est dans l'enceinte de l'hôpital pour améliorer la collaboration médecine moderne, médecine traditionnelle. Voilà. Donc, on les a formés sur ce qu'on appelle l'aspect santé et qualité du médicament. Pour qu'un médicament soit de bonne qualité, il faut bien récolter la plante, bien la sécher, bien la conserver, stocker. Il faut faire des emballages corrects, propres. Il faut mettre des étiquettes pour que le patient qui est loin du tradipraticien, qui va acheter peut-être au dispensaire alors que le tradipraticien est loin, il faut que le patient connaisse la posologie, les effets secondaires, les interdits, par exemple, pour une femme enceinte ou un enfant. Bon. Donc, on a fait des formations avec les tradipraticiens pour améliorer les présentations. Et on leur a parlé de toxicité aussi, parce que des fois, le tradipraticien connaît la toxicité à court terme, la toxicité aiguë. Mais la toxicité chronique, des fois, il ne la connaît pas. Parce que le recul, quand on prend un médicament pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, le tradipraticien n'est pas forcément capable de déterminer que c'est son médicament qui a fait ça. Donc, il y a des études qui ont été faites par des chercheurs et on peut faire un retour terrain de l'information en disant au tradipraticien, cette plante-là, vraiment, à long terme, elle n'est pas très bonne. Donc, tu la conseilles à court terme. Donc, ça, c'était des études qu'on a faites. Et pareil que dans le projet Jardin du Monde, sur ce projet, il y avait un aspect environnemental. Parce que si on encourage les populations à utiliser les plantes médicinales, il faut soit les cultiver, soit les protéger dans leur milieu naturel. Ce qu'ont dit les chasseurs tout à l'heure, ils ont dit on a protégé chacun un hectare. Donc on a encouragé les guérisseurs à faire des pépinières. Et au début, les forestiers même, ils ne savent pas cultiver les plantes de la brousse. Même chez nous, nos forestiers, ils ne connaissent pas. Ils savent cultiver, je ne sais pas moi, le pin, le chêne, le tilleul, j'en sais rien. Mais il y a plein d'espèces qu'on ne sait pas cultiver. Donc il faut faire des recherches avec le ministère de l'Environnement pour domestiquer des plantes médicinales. Voyez. Après, faire du reboisement, etc. Des formations. Et du coup, voilà, vous voyez, quand ils font des stands de présentation dans des expositions, ils ont pu faire des médicaments traditionnels améliorés avec des autorisations de mise sur le marché local. Ça peut être vendu en pharmacie, ça peut être mis dans les dispensaires, et puis ça peut être exporté. Si vous travaillez bien, vous pouvez exporter. Et par exemple, les deux plantes que j'ai citées, le chrysanthellum americanum et le combretum micranthum, sont autorisés à la pharmacopée française, à la pharmacopée européenne. C'est des gros bouquins que les pharmaciens ils ont, et ils peuvent les vendre. Ils peuvent les conseiller. On peut faire des gélules, on peut faire des tisanes, etc. Et moi, j'ai donné du chrysanthellum americanum à un copain de Nantes, qui l'a donné à une amie qui avait des calculs rénaux. Et la veille de son opération, son médecin a fait une échographie de dernière minute avant de lancer l'opération. Il a dit, Madame, vos calculs ont disparu.
on annule l'opération. Alors, ça dépend évidemment du type de calcul rénaux, ça dépend de l'état de la maladie. Mais le chrysanthellum americanum est connu pour les calculs rénaux, biliaires, salivaires. Donc, ça peut aider beaucoup de monde. Le combretum micranthum, c'est un hépatotrope, c'est-à-dire qu'il va aider le foie à travailler. Si vous mangez mal, par exemple, après les fêtes de Noël et du 31, vous faites une cure de combretum, le foie il est remis nickel d'aplomb. Voilà. En Afrique, on l'utilise beaucoup, on l'appelle le quinqueliba en Afrique de l'Ouest, hein, voilà, il est très utilisé. Mais il faut l'utiliser en décoction. Alors, il faut faire attention parce que toutes ces plantes, vous allez les trouver dans des petits sachets type tisane Lipton, en vente même aujourd'hui en France. Mais c'est pas en le trempant 2 minutes ou 3 minutes dans l'eau chaude que vous allez sortir les éléments médicaux. Il faut faire, vous mettez vos sachets, si vous voulez, vous faites bouillir pendant 10 minutes. Et là, vous pouvez boire. Donc, il faut faire attention, parce que quand on change de système de préparation, on peut perdre la propriété du médicament. Donc, il faut faire très attention à ça, parce que c'est bien, on aime les plantes, on fait des tisanes. Non, non. Il faut faire des décoctions. Donc, après, je vous parle un petit peu de... Donc, je vous ai parlé de médecine traditionnelle. Vous voyez, tout ce potentiel qui existe. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, rapidement, on a parlé de cosmétiques. Je ne sais pas, on a un peu de temps encore. Ouais. Vous n'êtes pas trop fatigué. Je vais choisir... voilà. Donc, à travers toutes ces connaissances qu'on a acquises quand on fait des enquêtes, quand on fréquente tout ce monde, on peut avoir des idées de faire des développements cosmétiques. Et moi, j'ai travaillé pas mal avec des boîtes en France sur la cosmétique. Bon, voilà quelques espèces qui peuvent être utilisées contre les brûlures, les démangeaisons, la fatigue. Donc, on peut faire des shampoings, des savons, des lotions tonifiantes. Vous voyez. Un hémostatique, un cicatrisant. Mais c'est très bien dans une crème après rasage pour les hommes. Vous voyez. La douceur de la peau, bon, ben ça c'est bon pour tout le monde. Hein, peut faire des trucs. Et donc, par exemple, le baobab. Voilà, donc bon, je vais vite, hein, parce que. Donc, on a travaillé dans le nord-est du Burkina avec une boîte qui s'appelle Green Tech en France. Ça fait plus de 20 ans. Un groupement qui récolte les fruits, un groupement de garçons qui vont récolter les fruits dans les baobabs, un groupement de femmes qui va produire l'huile de baobab. Voilà, donc on est dans le nord-est du pays, au Sahel. Donc, le baobab, il était alimentaire. Et médicinal. Et GreenTech a sorti 3 produits cosmétiques différents. Vous voyez, ils ont fait ce qu'ils appellent l'Hypactif, c'est une crème et un baobab beurre tendre. Donc voilà, on a travaillé, voilà, c'était le président des récolteurs, hein, le monsieur à droite. Là. On a fait on a comment ça s'appelle, eux, ils récoltent les fruits. Et vous savez, quand on casse le fruit d'un baobab, à l'intérieur, il y a une sorte de poudre blanchâtre qui est alimentaire. Et il y a des graines au milieu. On extrait les graines, on les tamise, et puis on les donne aux femmes qui vont faire de l'huile. Et la poudre, elle va être utilisée pour faire une sorte de boisson, de lait, un peu, comme quand on fait du lait en poudre. Vous voyez, bonne pratique de récolte. On ne va pas casser les arbres, on va prendre des perches pour les fruits. Là, c'est un copain qui est formateur, qui va former aux bonnes pratiques. On a cassé le fruit, on va piler, on va tamiser, et d'un côté les graines, d'un côté la poudre. Voilà, la présidente de l'association, donc le groupement féminin, etc. Quoi. Je passe rapidement, donc voilà. Donc, vous voyez, elles ont produit de l'huile de baobab, et après, elles ont développé d'autres huiles, quoi. Et le partenaire les a aidés à avoir une certification bio, déjà avoir un récépissé au niveau de la préfecture, une certification bio, un moulin de broyage. Et puis voilà, au début, ils avaient des petits bâtiments, et puis après, on a agrandi le bâtiment, vous voyez, à droite, en bas, à droite, le bâtiment a grandi par rapport au premier, quoi. En 2010, il y avait un tout petit bâtiment en haut, et puis en 2019, le bâtiment. Voilà. Voilà. On leur a fait des formations, on va voir la direction provinciale de l'environnement, pépinière, plantation dans la brousse, quoi. Plantation, protection, quoi, voilà. Et on avait même la présidente a été invitée à Grasse par un congrès, voilà. Et c'est ma femme qui faisait la traduction, quoi. On les invitait aussi à Lomé, à droite, c'est à Lomé. Voilà. Et donc, vous voyez, après, on fait des formations, gestion de la nature, reboisement, etc. Vous voyez, c'est les populations elles-mêmes qui vont protéger les arbres. Voilà. Et puis, comme on leur fait des formations bonnes pratiques, même pour eux, l'huile est améliorée. Donc, voilà. Et du coup, c'est certifié bio, quoi. Voilà. Et puis, au lieu d'exporter des graines brutes, on va exporter 10 tonnes de graines en Europe pour faire, je sais pas, 100 litres d'huile. Là, non, nous, on exporte 100 litres d'huile. Donc, déjà, par exemple, en termes de transport, économie de CO2, et puis, valeur locale ajoutée. Voilà. Parce qu'évidemment, l'huile est vendue plus cher. Par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, mais depuis un an, le Burkina Faso et le Mali ont interdit l'exportation de noix brutes de karité.
par exemple. Et nous, nos projets, c'est des projets cosmétiques, donc c'est tu vois, 100 kg, 200 kg, 300 kg. C'est des revenus complémentaires pour les femmes. C'est pas ça qui les fait vivre toute l'année. Mais ça leur amène un complément de revenus qui va les aider à payer, par exemple, quand il y a une maladie ou les frais d'école, etc. Ce sont des projets complémentaires. Voilà. Et puis, elles ont des formations en agriculture, en hygiène, en alphabétisation. Ça, c'est les partenaires. Moi, j'ai un triptyque. Le partenaire, il me paye pour faire de la recherche, il paye l'achat des plantes et il paye des actions locales. Reboisement, formation, bâtiment, presse. Donc, moi, mes partenaires, dès que je commence à travailler avec eux, je leur dis, vous prévoyez 3 budgets. S'ils ne sont pas dans cette démarche, moi, on laisse tomber. Voilà. Donc là, le protocole de Nagoya, c'est un protocole international qui demande de faire des retours terrain d'information, des retours terrain de revenus. Parce que bon, on achète la plante, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut accompagner les gens, parce que c'est eux qui ont protégé la biodiversité. On a utilisé leurs connaissances traditionnelles pour développer un produit. Donc c'est une sorte de retour normal. Partage des bénéfices, ça s'appelle. Le partage des bénéfices. Donc c'est un gros protocole international, hein, et du coup, nous, on travaille avec le ministère de l'Environnement qui met en place cette convention. Et par exemple, le point focal Nagoya est venu 3 jours sur le terrain avec nous, nous donner des idées, des conseils, etc. quoi. Donc, on travaille en collaboration avec les autorités. Alors là, on a sorti un produit, par exemple, avec les parfums Christian Dior, il y a déjà 20 ans. Donc, c'est pareil, c'est un grand arbre. Et bon, je passe, hein, voilà. Elle était utilisée pour les affections cutanées. Donc, ils ont fait des recherches chez Dior. Ils ont trouvé des molécules qu'on appelle cette sorte de tanins. Hein, c'est comme dans le vin rouge et les tanins. Bon, et les tanins, ils sont intéressants pour certaines, par exemple, pour l'incorporation de l'acide ascorbique, vitamine C, par les fibroblastes. C'est des cellules de la peau. Ça piège les radicaux libres chez les kératinocytes. C'est des cellules de la peau aussi. Donc, vous voyez, toutes ces molécules qui ont été détectées par les parfums Christian Dior, elles ont une action sur les cellules de la peau. Donc, ça confirme l'utilisation traditionnelle. Et les gens de chez Dior, ils en ont fait un. Voilà, donc on récolte, on exporte, on a mis en place des plantations d'arbres, on a fait un jardin botanique, on a inventé un truc qui s'appelle le Forum Afrique et Beauté, où on réunit tous les gens des filières. Et voilà, ils ont créé une gamme qui s'appelait la gamme Bikini. Elle était lancée en avril 2004, hein, donc ça date un peu. Donc voilà, à partir de tout ça, quoi. Et à l'époque, les parfums Christian Dior avaient construit un petit bâtiment qu'on voit derrière. Ils avaient offert un moulin pour moudre les graines de céréales au village. Il n'y en avait pas. Et puis, on a travaillé avec l'antenne régionale des semences forestières. On leur a donné du matériel informatique à l'époque. Donc voilà. C'était vous voyez, et du coup, tous ces projets de recherche, on a enregistré les connaissances traditionnelles. On a mis sur le marché les actifs végétaux. On a développé des filières et on a réalisé des actions de développement durable. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Bon, on va vous en montrer une qui est différente. C'est une filière sur les feuilles de mangue. Et là, je fais comment? The story starts in Africa, in the southwest of Burkina Faso, more specifically in the village of Koro, where we embarked today to present. Bon, c'est en anglais, mais bon, on comprend avec les images. We're here thanks to our close collaboration with the Ben Dia Association. The name means, together, we are stronger. And working together, we've created a strong partnership and well-established employment for women from local communities. Around the village of Koro, thousands of mango trees grow in orchards, making this place the fruit belt of Burkina Faso. If mango fruit can be wonderful for the food industry, mango leaves are most precious to the cosmetic industry, thanks to their impressive beauty benefits. In May of each year, after the fruiting period, these amazing women harvest the trees using specific practices. From each tree, they take a maximum of 10% of sunlight leaves. They're the ones with the highest concentration of active ingredient, over 30%. Such practices avoid any disruption to a tree's natural cycle, helping to preserve the local biodiversity and ensure a new harvest the following year. This responsible sourcing technique provides us with 100% traceable and sustainable mango leaves. The women harvest at eye level and crop manually, with each leaf devoid of its branch in order to preserve its quality in the grinding to come.
The leaves are dried for a week by natural ventilation without any direct sun exposure at ambient temperature and stirred several times per day. This helps to preserve the active molecule. The mango leaves are then ready to be packed and shipped to our Center of Excellence in France, where the story of Magic Soul will continue. Magic Soul is an active ingredient with a social impact, creating employment for local women who want to earn a complementary salary. Work occurs in a friendly atmosphere with daily access to the canteen, drinking water, and local beverages, helping to contribute to the ongoing development of the coral village. Voilà, donc là c'est une filière sur les feuilles de mangue. En fait, c'est la société Givaudan qui est un grand groupe qui travaille sur les actifs végétaux, les arômes, etc. Et en fait, ils ont proposé de travailler sur des plantes existantes. Et en fait, le manguier, il y en a beaucoup, donc pas de risque d'atteinte à la biodiversité. Et une fois les récoltes de mangue effectuées, un mois après, on peut récolter une petite partie de feuilles sur chaque arbre, et ça fait un revenu supplémentaire aux populations. Vous voyez? Donc c'est un peu l'idée. Ben là, ils ont sorti un produit, je ne saurais plus te dire exactement qui est bon pour la peau. Ils ont sorti une molécule qui s'appelle manguiféril. Donc ça, c'est notre filière. Bon, on va passer parce que bon, comme ça, on pourra discuter un peu plus, quoi. Filière de syllabes, voilà. Alors, à côté de ça, moi, j'ai créé une association que j'ai appelée Nature et Culture Burkina en 2010, qui permet de gérer justement tous les projets d'appui au développement que les partenaires vont financer. Comme ça, au lieu que ça passe par mon bureau de consultant, ça passe par une association qui transmet les fonds aux associations bénéficiaires dans les villages. Voilà. Et c'est ce que j'ai marqué, c'est une action, c'est quoi. Et grâce à cette association, c'était pour respect des hommes et de la nature. Et c'était aussi, voilà, par exemple, on a créé le Forum Afrique et Beauté. On réunit les acteurs, donc c'est-à-dire il y a les villageois qui ne parlent pas français, il y a des chercheurs, il y a des membres des sociétés cosmétiques européennes qui viennent, il y a des journalistes, il y a des gens du ministère de l'Environnement, et on partage nos connaissances, on échange. Chacun se sent valorisé, parce que chacun a son importance dans la filière. Voilà. Et du coup, on a fait 8 éditions. Souvent, les partenaires financent des bourses d'étudiants pour les étudiants africains qui veulent faire un master ou un doctorat en pharmacie. On a créé ce qu'on appelle le site écologique et culturel de Koro, donc c'est dans le premier village. Et là, au début, c'était un petit jardin botanique, et maintenant, on en est à 20 hectares protégés. Et c'est une sorte de réserve, et dans laquelle on a fait venir justement des étudiants qui ont fait un master en botanique, un master sur les oiseaux, un master sur les poissons. On a eu un master sur les plantes nutritives. On a un géologue qui est venu. Donc, on enrichit les connaissances sur ce site. Et là, on est en train de faire une demande de classement en forêt protégée par le ministère, avec l'appui justement du groupe LVMH et de Christian Dior. Alors, voilà. Donc, etc., quoi. Donc, voilà. Et donc, je dis que quand on a des projets comme ça, on arrive à faire financer par les partenaires, voilà, des moulins, des pépinières, des forums, etc., etc., quoi. Et vous avez vu avec mes amis là, chasseurs, on a fait des vidéos, on fait des voyages d'échange, j'en parlais tout à l'heure avec une dame qui est venue, et on a des Français qui viennent en Afrique, qui sont soit des guérisseurs, soit des profs de yoga ou des gens qui aiment la nature, et on fait des échanges, on s'encourage mutuellement à garder nos traditions, qu'elles soient françaises ou africaines, ou je sais pas moi, Sibérie, chaman, etc., quoi. On a mis en place de l'apiculture avec les chasseurs, beurre de karité, on a fait faire des savons à des groupements féminins, et en fait, on essaye, au début, c'est financé par l'extérieur, et après, petit à petit, on essaye en vendant sur place, de continuer à être autonome. C'est un souhait qu'on a, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a pu faire avec l'ethnobotanique, on a pu parcourir les connaissances traditionnelles, rencontrer des cultures différentes de la nôtre, apprendre beaucoup de choses. Et ça nous a permis aussi de mettre en place un peu des filières, on pourrait dire, économiques. Donc, il y a ce lien qui est intéressant, quoi. Et ce que vous avez pu voir aussi, c'est que par rapport aux photos et aux dates que je vous ai montrées, c'est qu'en fait, plus que ce qu'on a aujourd'hui, c'est la mode développement durable, quoi. En fait, on a fait des relations durables, des relations humaines durables. Et si on a des relations durables, forcément, tout le reste, ça va marcher. Donc, en fait, c'est important de mettre l'humain au cœur de tous ces projets, quoi. Voilà. Je pense que
J'en ai fini. Donc, il y a un tas de sites qu'on pourra vous donner prochainement si vous regardez des trucs, quoi. Voilà. Ben, merci de votre attention. En fait, moi, je suis membre de Jardin du Monde depuis 30 ans. Moi, je connaissais Jean-Pierre Nicolas à l'époque et tout. Et bon, eux, ils étaient à Koudougou, ils faisaient la médecine populaire. Moi, j'ai travaillé sur la cosmétique et la médecine traditionnelle par rapport au ministère de la Santé. Donc, et avec les guérisseurs, les tradipraticiens, c'était le monde professionnel. Alors que Jardin du Monde s'occupait de la médecine populaire, essentiellement. Un petit peu aussi avec le partenaire Clarence, bien sûr. Voilà. Et donc, c'était divisé. Ouais. Voilà. Non. Ah oui, alors, bon, comme l'a présenté Chloé, l'association Jardin du Monde au Burkina va continuer sur l'aspect santé. D'ailleurs, à la demande du ministère de la Santé, on est en relation avec eux. Moi, j'ai été voir le directeur régional de la Santé, le ministère, c'est une demande, et on est dans l'axe, pareil pour la sensibilisation au milieu scolaire, on est dans l'axe des gouvernements. Et l'idée, c'est de continuer effectivement la santé, mais on s'oriente plus vers les professionnels de la santé, que sont les infirmiers, les médecins, qui ne sont pas forcément bien formés à la médecine traditionnelle, parce que dans leur cursus, il n'y en a pas beaucoup. Ça commence à venir, hein, parce que ça commence à venir. Et les tradipraticiens de santé, qui sont eux au contact de la population, comme disait Chloé, c'est eux qui vont être le relais. Et le ministère souhaite travailler là-dessus. Mais déjà, depuis 10 ans, ce qu'on appelle le CAMES, c'est le Centre africain et malgache de l'enseignement supérieur, qui regroupe 50 pays africains. En fait, dans les cursus de médecine, de pharmacie et d'infirmiers, il y a des cours maintenant sur la médecine traditionnelle. Ça a été mis en place depuis une dizaine d'années. Avant, ça n'existait pas, mais c'est une demande, ça a été validé. Alors, c'est un début. Mais nous, justement, on va accompagner ce début. Et même à Madagascar, on essaye aussi d'aller plus vers la formation des étudiants en médecine, des paramédicaux, et plutôt qu'en fait former la population, on pourrait ne jamais s'arrêter en fait de former la population. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'aller vers la formation de formateurs et, voilà, et de personnes qui seront les réels relais. Mais surtout que, par exemple, l'antenne, quoi. C'est rare qu'on travaille sur les arbres sacrés, parce que quand on fait le choix, on va plutôt prendre une plante populaire même, les plantes qui sont utilisées dans la pharmacopée populaire, parce qu'elles sont dans le domaine public, tout le monde les connaît, c'est pas un secret, parce que par exemple, quand on a travaillé sur le projet pharmacopée avec le ministère de la Santé, là, nous, on n'a pas parlé des recettes avec les tradipraticiens, on a parlé de la méthode de récolte, quel que soit l'arbre, on a parlé des étiquetages, quelle que soit la recette. On n'est pas rentré dans les secrets des tradipraticiens. Alors oui, justement, si on doit faire une exploitation économique, on ne part pas sur des arbres sacrés. On reste dans des plantes un peu bateau, quoi, un peu classiques. Alors il y a des baobabs qui sont sacrés, ça c'est des individus. C'est un baobab qui est sacré à tel endroit. Mais non, la population dans tout le pays récolte les feuilles de baobab pour faire des sauces. Voilà, il peut y avoir un baobab sacré, quoi. Et les femmes récoltent aussi donc les feuilles parce on peut faire la sauce. On récolte le fruit pour l'alimentaire. Et il n'y a aucun problème. Ouais, une sauce, la sauce baobab, c'est fait à partir des feuilles qui est riche en vitamines et qui est très mucilagineuse. Les gens appellent sauce kilométrique, parce que justement, quand on essaie de la prendre, ça fait comme des gros longs élastiques, comme le gombo, hein, voilà, ou qu'on appelle okra aussi. C'est très riche, c'est justement des compléments alimentaires. Et quand on fait les formations en nutrition, on va recommander aux gens de varier justement les sauces, parce que le plat de base est à base de céréales. C'est une sorte de polenta comme une purée. Mais si on mange que ça, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de sels minéraux, il n'y a pas de fibres. Et du coup, en variant les sauces que les femmes connaissent, on les encourage à utiliser ces plantes. Et un des soucis actuels, c'est que souvent, ce sont des plantes annuelles qui poussent en bord des chemins, au milieu des champs. Et aujourd'hui, les gens utilisent des herbicides. Alors déjà, avoir des pesticides dans les plantes, c'est pas bon. Mais en plus, maintenant, il y a des herbicides, donc il n'y a même plus de plantes. Donc ça, c'est un débat qu'il va avoir parce que c'était des plantes importantes pour avoir une alimentation riche et équilibrée. Et ça, c'est un souci qui va venir. Alors, ces plantes, elles sont alimentaires, mais elles sont aussi médicinales. Il y a un tas de petites espèces annuelles qui poussent dans les champs, avec la saison des pluies, et les gens, ils les sarclaient un petit peu, mais ça repoussait toujours à droite à gauche. Il y en avait toujours assez pour se soigner.
Mais aujourd'hui, c'est comme si vous avez dans un champ en Beauce, aujourd'hui en France, il n'y a pas une herbe sur un champ, quoi. Il y a du blé, puis du blé, quoi, c'est tout. Ou du maïs. Donc impossible de récolter aucune plante médicinale à côté, quoi. À part ceux qui ont conservé la méthode traditionnelle avec le bocage, des haies, où vous allez avoir des plantes. D'où l'idée aussi de replanter, d'encourager les cultivateurs au Burkina de faire de l'agroécologie en conservant des bocages, des haies, planter même des arbres à l'intérieur, des lignes d'arbres à l'intérieur des champs. Bon, on en parle aussi en France, hein, il y a des gens qui font ça, des agriculteurs qui essayent de le faire avec l'appui d'associations. L'État est officiellement engagé, mais ils ont réduit les budgets là-dessus. Bon, mais bon, c'est pas simple, mais bon. Donc c'est même cause, même combat hein, à travers le monde. Hein. Il y a une question, Anne, Oui. sur si Anne Dufour, donc, qui pose la question si le volet sensibilisation était le seul versant qui restait à l'association Jardin du Monde au Burkina Faso. Non, non, du tout. C'est le projet complet, hein, le projet est complet. Hein. Ouais, ouais. Tu veux revenir à Oui, on peut remettre. On peut remettre la diapo hein, pour Oui, répondre à la question ça de serait Anne. peut-être mieux. Voilà. Donc non, le volet santé, donc là avant il y avait effectivement de la formation auprès des populations. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est que il y avait avant de la formation directement des populations, des villages à l'usage des plantes médicinales. Mais là on a décidé de plutôt faire uniquement de la sensibilisation des populations. Par contre, tout ce qui est formation dans le volet santé, formation à l'usage des plantes médicinales sera plutôt orienté vers les praticiens, les agents de santé. Voilà, et les étudiants et les jeunes scolaires. Là, plutôt, ça sera plutôt une éducation environnementale plus simplifiée pour les jeunes scolaires, parce que bien sûr, des élèves de primaire, collège, lycée, n'ont pas les mêmes compétences qu'un agent de santé ou qu'un praticien. Mais l'idée, c'est pas d'aller former directement la population, mais plutôt d'aller former des personnes relais, en fait, de la population. Mais sinon, tout le reste sera continué dans le projet. Alors là, on est encore en train de reconstruire le projet, donc c'est encore à l'état de, Oui. de construction, mais Et il y a le volet, et le volet jardin environnement. Donc on réhabilite donc, la première partie qui était création entretien d'un jardin pédagogique. Ça, c'est finalement la réhabilitation du jardin de Cassou. Et après, on aura tout comment dire, un toute volet une sur les arbres partie, protégés. voilà, toute une partie sur la préservation de la biodiversité, des Voilà. pharmacopées locales, l'appui au reboisement, notamment avec les chasseurs d'oiseaux, avec voilà qu'on a vu tout à l'heure que Marc a présenté, Voilà. et sur le site de Coro Et un aussi. site à Coro aussi, dans le village de Coro, chez les Bobos, l'ethnie Bobo. Là, on va travailler sur le site qui fait plus de 20 hectares, où on va continuer la protection de la biodiversité et enrichissement avec des espèces médicinales. En fait, on va élargir la zone d'intervention. C'est sur demande des ministères de la Santé et de l'Éducation qui nous disent qu'au bout de 20 ans, l'expertise qu'on a accumulée au centre du pays à Koudougou, qui a donné de bons résultats, ils nous demandent d'élargir le terrain d'action pour disperser ces connaissances et que d'autres régions en bénéficient. Bon, évidemment, en fonction des budgets qu'on va pouvoir trouver, bien sûr. C'était des petites aires protégées dans les villages associés. Oui, il y a plusieurs. Mogueya, je crois, Poun Ouais. et Boto. Voilà. Je crois que c'est ça. Et après, on a tout un volet aussi où j'en ai pas parlé parce que là, c'était pas l'objet aujourd'hui, mais on a aussi des jardins pédagogiques scolaires donc dans les écoles Voilà. prévus à la demande du ministère de l'Éducation. Pour nous, c'est pédagogique sur sur le côté médicinal, mais il y aura aussi un côté alimentaire pour les cantines, Voilà. à la demande du ministère, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a un gros besoin là-dessus. Ouais. Donc, c'est pas notre cœur d'activité, mais... Voilà, mais il nous appelait parce qu'on a les compétences, voilà. Et on va sensibiliser les enfants. Alors, c'est pareil avec le ministère de l'Éducation. On a ciblé les classes dans lesquelles il y a un cours, par exemple, en 6e, ils font les plantes à fleurs, quoi. En 5e, les plantes ceci. Donc, on va cibler 6e, 5e. Après, la classe de seconde doit faire un herbier, par exemple. Donc, on va cibler la classe de seconde aussi. Et ça, c'est un échange avec les ministères.
Le ministère de la Santé, on échange avec eux pour former dans le sens qu'ils veulent. Les ministères de l'Éducation aussi, on accompagne les ministères. C'est un peu le rôle des ONG, des associations, d'accompagner les politiques nationales et de renforcer là où eux, ils ont des soucis, quoi. Là, ouais, ou alors au niveau environnement, ça sera essentiellement sur 2 régions. Après, au niveau scolaire, on va faire quelque chose à Ouagadougou. On va faire une école à Ouagadougou, symboliquement, parce que là, c'est pareil, c'est la capitale, c'est bien qu'on ait une action. Oui, après, sur les dernières années, il y avait aussi des actions à Ouagadougou. Il y avait des petits projets qui se sont faits et après qui sont restés derrière. Mhm. Ouais. Petit à petit, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Alors là, on avance tout doucement. Là, c'est les projets et on va commencer peut-être l'année prochaine avec une école et un lycée et un site environnemental. Et puis, au fur et à mesure, on va recruter un. Pour l'instant, moi, je vais m'occuper du volet environnement. On a un agent administratif qui va nous aider côté tout ce qui est administratif. Et puis, le volet santé, pour l'instant, on va le faire sûrement en coopération avec le pharmacien régional. Les pharmaciens régionaux, c'est eux qui sont en charge de la médecine traditionnelle. Donc, lui, il peut donner des cours sur la médecine traditionnelle. Moi, je peux donner des cours sur la réglementation en matière de médecine traditionnelle parce que j'ai participé à la rédaction des lois. Donc, je connais comment ont été fabriquées les lois et donc je peux expliquer à tout le monde pourquoi elles ont été fabriquées comme ça. Donc, on va monter en puissance et en fonction des budgets qu'on va avoir, on envisage de recruter une responsable santé, sûrement une infirmière, qui pourra continuer le volet santé et le développer. En fait, l'idée, c'est pas de recruter toute une équipe directe comme ça et partir dans tous les sens. C'est plutôt de se baser sur les compétences locales, parce qu'il y en a beaucoup au Aussi, ouais, Burkina aussi, Faso. oui, oui. Et voilà, notamment le pharmacien Ouais, j'aurais bien, régional. en environnement aussi, si on veut former les tradipraticiens, par exemple, aux bonnes pratiques de récolte, etc., à la gestion des forêts, on fait venir un forestier. Et le forestier va expliquer le code forestier. Et on va partir en brousse avec lui le dernier jour, on va récolter devant lui. Et on va voir s'ils ont vraiment les bonnes pratiques. La forêt où vous avez vu les chasseurs, là, nous, on a fait des formations comme ça. On fait 3 jours de formation en ville. Et après, on part en brousse et on récolte sur place. Et chacun explique pourquoi il a récolté comme ça, etc. C'est aussi, comment ça s'appelle, c'est du concret. Et ça permet aussi aux gens, vous voyez, quand on fait venir un pharmacien régional ou un médecin former des tradipraticiens, en général, c'est des gens qui ne s'aiment pas trop, chacun va insulter l'autre en disant les médecins, nous, on connaît tout, vous n'avez pas de dose. Les tradipraticiens ils vont dire aux médecins, oui, vous soignez des microbes, vous ne soignez pas l'être humain. Bon, vous voyez, quand ils travaillent ensemble, ils vont apprendre à se connaître. Ils vont se respecter parce qu'ils vont reconnaître que l'autre, ah oui, il a certaines compétences. Le forestier aussi, souvent, c'est un garde forestier. Il va attraper un tradipraticien qui a récolté, je sais pas, 50 kilos de plantes. Il n'a pas pris de permis de récolte. Donc, il va avoir une amende. Donc, en fait, les forestiers et les guérisseurs, souvent, ils sont en conflit. Mais si on les met ensemble pour faire des formations, ils vont voir qu'ils ont un intérêt commun, défendre la forêt. Et du coup, ils deviennent des amis. Et donc, ça aussi, ça fait partie du projet, c'est de mettre en relation des acteurs qui, d'habitude, ne travaillent pas ensemble. Et parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est la santé des populations ou bien la préservation de l'environnement. Donc, on a des objectifs communs. Donc, il faut qu'on se comprenne, qu'on se respecte et que si on a des défauts, on va les corriger ensemble. On va s'aider à s'améliorer. Donc, cet état d'esprit est bien apprécié. C'est la volonté en plus de. Alors, l'État, il va financer, il a financé en partie, pour l'instant, il a financé un jardin de plantation dans chaque centre forestier, dans chaque direction régionale, avec des grillages, des pompes et tout. Et pour les écoles, il a besoin d'aide. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore ils n'ont pas encore assez de financement pour faire un jardin partout dans chaque école. Mais c'est petit à petit. Et les bonnes volontés sont les bienvenues, y compris des mécènes locaux. Des mécènes locaux. Ils ont créé une agence où chaque citoyen peut venir donner de l'argent au gouvernement pour des thèmes choisis. Voilà. Pour l'instant, par exemple, ils sont en train de refaire des routes, ils sont en train de faire des trottoirs. Une agence qui s'appelle Faso Mebo. Les gens donnent des sacs de ciment, ils ne viennent pas.
ils travaillent, ils participent, des gravillons, voilà, pour aider les mairies, pour aider et donc, ça peut faire pareil pour les jardins, quoi. Il peut y avoir des mécènes. Et, Merci beaucoup merci à vous tous. Ouais. d'être venus. Merci aussi à ceux qui sont en visio. Voilà, merci. Ouais. Merci beaucoup pour avoir Merci à suivi tous. et avoir été présent. Normalement, je l'ai enregistré, donc je pourrais aussi le mettre. On va voir si on le met sur YouTube ou sur le site internet. Et comme ça, ceux qui veulent le revoir et ceux qui veulent le voir, qui n'ont pas pu venir, pourront l'écouter.